Dans les deux précédentes vidéos, je vous ai présenté mon hypothèse et je l'ai confrontée au récit officiel des sondages. Dans la première partie de cette vidéo, je vais répondre à la fameuse question de l'impact de l'attentat du 20 avril 2017 en termes d'estimation de vote, puis dans la deuxième partie de la vidéo, je conclurai sur les enseignements de cette enquête. Pour ce qui est du visionnage, les conditions sont les mêmes que pour la précédente vidéo. Je vous conseille de la regarder sur ordinateur en résolution maximale et en plein écran, ou à défaut de la diffuser sur une télé depuis votre smartphone. Et maintenant que vous êtes prêts, on passe en mode diaporama pour le gros de la vidéo. C'est parti! Voici deux hypothèses chiffrées qui s'offrent à moi suite à mes investigations et à partir desquelles je vais enfin pouvoir mesurer l'impact de l'attentat des Champs-Élysées sur le premier tour de la présidentielle de 2017. Pour rester dans ce qui peut être considéré comme le plus entendable, je vais continuer avec l'hypothèse la moins renversante, c'est-à-dire l'hypothèse A, colonne de gauche. On va donc voir ensemble les différents cas de figure possibles avant le premier tour de 2017, c'est-à-dire avec ou sans attentat, mais aussi avec ou sans publication de sondage le 20 avril, au lendemain des meetings hologrammes. Je vais calculer a posteriori les pourcentages qu'auraient eu les candidats dans les différents cas de figure. Alors certains diront que cet exercice est un peu facile à faire après coup, c'est vrai, mais il est pourtant incontournable si l'on veut cerner correctement les conséquences de l'attentat. Ultime précision, l'important dans ce qui va suivre n'est pas le tableau en lui-même, mais les deux grands enseignements que je vais retenir de ce tableau. D'abord, le cas que nous connaissons tous, le cas de figure avec attentat et sans sondage le 20 avril. C'est celui qui s'est produit. Macron est arrivé en tête avec 24% et Le Pen est arrivé deuxième avec 21,3% des voix. Rien à rajouter que l'on ne connaisse déjà. Deuxième cas de figure, sans attentat et sans sondage le 20 avril, mais du coup, avec sondage le 21, comme l'ont fait tous les sondeurs en 2017. Là, ça aurait été la grosse surprise, avec des estimations conformes à mon hypothèse, telle que je l'ai décrite dans les précédentes vidéos. On aurait eu Macron premier avec 24%, Mélenchon deuxième avec 21,5%, et Fillon et Le Pen au coude à coude pour la troisième place. On aurait donc eu, au dernier moment, un croisement des courbes favorable à Mélenchon, lui permettant aussi d'obtenir une place au second tour. Maintenant, regardons le cas le plus renversant. Sans attentat, mais avec publication d'un sondage dès le jeudi 20 avril. C'est le même cas de figure que celui qu'on vient de voir, mais avec un sondage un jour plus tôt. Et ça change tout. Dans l'extrait vidéo qui va suivre, Mélenchon explique pourquoi bondir dans les sondages et donc distancer Fillon aurait totalement changé la donne en cette toute fin de campagne électorale. Ma prévision est la suivante. Je ne savais pas que ce week-end, dans les sondages, les courbes se croiseraient avec Fillon. Je ne le savais pas. Il faut 2-3 jours pour que les gens le captent et que ça commence à être un fait en soi sur lequel ils réfléchissent. À ce moment-là, il y a une digue qui saute. Si je suis devant Fillon, la raison de voter Macron comme vote utile pour empêcher un deuxième tour Fillon-Le Pen disparaît. Mélenchon lâche le mot-clé. Il est question de vote utile et donc de report de voix. Dit autrement, que se serait-il passé si l'opinion publique avait eu devant elle un sondage conforme à mon hypothèse, avec Mélenchon devançant nettement Fillon? Eh bien, comme on vient de l'entendre, le vote utile en faveur de Macron et donc au détriment de Mélenchon se serait inversé. Autrement dit, Mélenchon aurait gagné autant de voix que Macron en aurait perdu. Second point important de cet extrait, Mélenchon explique qu'il faut 2 à 3 jours aux électeurs votants utiles pour assimiler un sondage. Et si un sondage avait été publié le jeudi 20 avril, il aurait été publié 3 jours avant le vote du premier tour. Oui, 3 jours. C'est pile le temps qu'il faut pour que le vote utile change de camp.
Alors évidemment, j'ai eu envie de savoir le poids de ce vote utile, c'est-à-dire combien de pourcentage aurait gagné Mélenchon, et donc combien Macron en aurait perdu. Voici à quoi correspondait le vote utile chez les 5 principaux candidats. Il est en rouge. Celui de Macron correspond à 27% de son électorat. Pour faire simple, je vais arrondir à 25%. Comme ça, je n'ai plus qu'à diviser son score final par 4 pour obtenir le poids de son vote utile. Donc 24% divisé par 4, c'est facile, ça fait 6 points. Mais attention, 6 points de vote utile pour Macron, ça ne veut pas dire 6% en plus pour Mélenchon, car Macron agrège les votes utiles de plusieurs candidats. Pour savoir quelle part de vote utile en faveur de Macron concerne Mélenchon, je vais me baser sur la page 24 de l'enquête IFOP répertoriant toutes les données de vote du premier tour. On va regarder la colonne de Macron. On s'aperçoit que 21% de ses électeurs ont hésité à voter Mélenchon. Donc 6% multiplié par 0,21, ça fait 1,3% de vote utile. En conclusion, la publication d'un sondage le 20 avril aurait fait monter Mélenchon de 1,3% et fait baisser Macron d'autant. Donc sans attentat et avec sondage le 20 avril, on aurait eu, le soir du premier tour, environ 22,8% des voix pour Mélenchon et environ 22,7% des voix pour Macron. Pour Le Pen et Fillon, cela n'aurait pas changé grand-chose, en tout cas pas assez pour faire partie des 2 premiers. Comme vous le voyez, sans l'attentat et avec un sondage le 20 avril, on peut tout à fait imaginer que non seulement Mélenchon aurait été qualifié pour le second tour, mais qu'en plus il sera arrivé en tête du premier tour, ex aequo avec Macron. Et ça, c'est très important et lourd de conséquences en vue d'un second tour. Car avant même de parler programme contre programme, cela aurait énormément joué en termes de dynamique. Pour Macron, terminer au coude à coude et en baisse alors qu'il a été nettement porté par les médias, ça aurait renvoyé une mauvaise image. A l'inverse, pour Mélenchon, celui-ci aurait terminé en hausse premier ex aequo, malgré une couverture médiatique défavorable. Inutile de vous dire que l'opinion publique se serait interrogée et que dans ces conditions, Macron aurait été en situation moins favorable pour la campagne du second tour. Tous les politiques vous le diront, il est très difficile de changer une dynamique à la baisse ou à la hausse. Seul un événement aussi fort qu'un attentat pouvait enrayer la forte dynamique de Mélenchon en cette toute fin de campagne. Cela dit, même si Mélenchon s'était qualifié pour le second tour, même avec une dynamique favorable, il n'était pas du tout le favori. Ce qui est sûr, quand on se replonge dans le contexte de l'époque, c'est que pour Macron, cela aurait été beaucoup plus serré face à Mélenchon que face à Le Pen. Alors attention, ne vous y trompez pas, cette simulation post-électorale n'est pas là pour vous expliquer que Mélenchon a été lésé par l'attentat. Cette simulation est d'abord là pour vous montrer, à travers le cas de Mélenchon, à quel point un attentat juste avant les élections, ça impacte le résultat d'un premier tour. Enfin, dernier cas de figure, que se serait-il passé si un sondage favorable à Mélenchon avait été publié le 20 avril, juste avant l'attentat? Le seul fait de publier un sondage le 20 avril aurait-il suffi à Mélenchon à garder une partie de l'électorat gagné suite au meeting hologramme? Autrement dit, cet électorat aurait-il gardé confiance et résisté à l'attentat? Et si oui, dans quelle proportion? Au contraire, l'attentat l'aurait-il emporté sur un sondage favorable à Mélenchon? Et si oui, dans quelle proportion? Il m'est impossible de répondre à toutes ces questions. Ce qui est sûr, c'est que si le poids du sondage l'avait emporté, c'est vraisemblablement Mélenchon qui aurait accompagné Macron au second tour. A l'inverse, si l'attentat avait éclipsé le sondage, c'est probablement Le Pen qui se serait qualifié pour le second tour. Enfin, dernière possibilité, une réaction partagée de l'opinion publique entre le poids du sondage et l'impact de l'attentat. Dans ce cas, il est tout à fait envisageable que cela aurait été extrêmement serré pour la deuxième place menant au second tour. Maintenant que le tableau est terminé, que va-t-on vraiment retenir de tout ça?
Eh bien pas grand-chose, ou en tout cas 2 grands enseignements. Premièrement, le cas de figure qui s'est produit, c'est-à-dire avec attentat et sans sondage le 20 avril, est le seul où Le Pen est assuré d'être au second tour. Deuxièmement, le cas de figure qui s'est produit est aussi le seul où Mélenchon est assurément absent du second tour. La probabilité de voir Mélenchon au second tour en 2017 était donc réelle. Et je ne vous dis pas ça par hasard, je vous le dis parce que les sondages de l'époque le disaient. En atteste ce sondage IFOP publié le 13 avril 2017 et dans lequel Mélenchon était donné gagnant face à Macron. De peu, mais donné gagnant quand même. Donc oui, en 2017, Mélenchon avait de sérieuses raisons d'aborder le second tour avec espoir, d'autant plus qu'une autre donnée lui était favorable. Dans ce sondage post-électoral de l'IFOP, Mélenchon est jugé comme celui qui a fait, et de loin, la meilleure campagne électorale. Je vous laisse observer par vous-même, on n'est pas loin du plébiscite. Dès lors, la stratégie souverainiste de 2017 semblait apparemment la bonne, mais seulement en apparence. Car avant de parler second tour, il faut déjà passer le premier. Or, on constate qu'au premier tour, la stratégie souverainiste censée séduire les électeurs fâchés mais pas fachos de Le Pen a échoué. En effet, dans le meilleur des cas, mon hypothèse, Mélenchon n'aurait pris qu'un tout petit point à Le Pen. La stratégie souverainiste ne lui a donc permis de ne conquérir que la gauche, visiblement déjà conquise par son programme. Il est maintenant temps de conclure ce triptyque sur la présidentielle 2017, en commençant par préciser la mécanique de mon hypothèse. En effet, si mon hypothèse m'impose de fournir des nombres, mon hypothèse implique aussi une relative imprécision de ces nombres. C'est pour cette raison que tous les pourcentages et toutes les variations que je donne le sont à titre indicatif. Plus que la justesse des estimations, l'important dans mon hypothèse est les tendances que révèlent ces estimations. Tendance à la hausse ou tendance à la baisse, mais toujours des tendances nettes et marquées. De même, si la résolution graphique utilisée dans les précédentes vidéos peut être une méthode très précise, je l'ai utilisée autant de façon illustrative que de façon à faire apparaître des tendances. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, malgré tout ce que je vous ai montré, malgré une hypothèse basée sur les résultats officiels, je n'ai rien prouvé du tout. À aucun moment je n'apporte de preuves qui valideraient définitivement mon hypothèse. C'est d'ailleurs pour ça que je parle d'une hypothèse et pas d'autre chose. Pour construire cette hypothèse, je suis parti de quelques éléments solides, mais pour tout le reste, ça a été de la déduction, des choix par élimination et parfois de l'interprétation. Comme par exemple dans la première vidéo, à propos du point perdu par Le Pen dans les jours précédant l'attentat. Si je dis que c'était dû au meeting hologramme de Mélenchon, c'est parce que je cherchais à ce moment-là un événement remarquable, un événement qui sorte de l'ordinaire. Alors que peut-être ces électeurs de Le Pen ont tout simplement été séduits par le meeting classique de Fillon. Dans ce cas, c'est Fillon qui aura été deuxième sur le fil en date du 20 avril et qui aura été le grand perdant de l'attentat des Champs-Élysées. Alors qu'est-ce qui est sûr et fiable dans mon hypothèse ? Eh bien pas grand-chose, mais en tout cas, ce qui est peut-être le plus important. Déjà, j'ai expliqué que les hausses d'Hamon et de Le Pen vues par Odoxa suite à l'attentat étaient tout à fait crédibles. Ensuite, j'ai démontré qu'Hamon et Le Pen ont été nettement surestimés par les sondeurs en date du 20 avril. En attestent leur hausse vue par Odoxa et leur résultat du premier tour, ce qui est un élément plus que fiable. Voilà pour les certitudes. Le problème, c'est qu'au même moment, les autres candidats n'affichent pas de sous-estimation qui compenserait ces surestimations d'Hamon et de Le Pen. Donc si l'on est d'accord avec le fait qu'Hamon et Le Pen aient été surestimés, alors on est amené à être d'accord avec ce qui suit. 1. Que le sondage d'Odoxa est erroné, pour ne pas dire plus. Et 2. Que si le sondage d'Odoxa est faux,
alors les sondages d'Elab et d'Ipsos du 20 avril sont faux eux aussi, vu qu'Hamon et Le Pen y sont autant surestimés, si ce n'est plus. C'est pour cette raison que je ne me suis pas arrêté sur les sondages d'Elab et Ipsos dans la précédente vidéo. Être d'accord qu'Hamon et Le Pen aient été surestimés, c'est donc admettre que nos repères, les sondages, puissent être remis en cause alors qu'ils semblent structurer le temps médiatico-électoral. Et à ce moment-là, le doute se répand et l'inconfort peut devenir trop grand pour certains qui peuvent avoir besoin de rejeter ce qui semble irréfutable. Plus globalement, quels enseignements tirer de tout ce travail ? Déjà, qu'un attentat juste avant des élections, c'est pas anodin et ça impacte le résultat des votes. Ça peut paraître évident à dire pour certains, mais le grand public n'a jamais été confronté au récit selon lequel l'attentat des Champs-Élysées a impacté le vote du premier tour de la présidentielle 2017. Avec cette vidéo, je ne conteste pas les faits qui se sont passés, je conteste juste le récit qui en a été fait. Plus étonnant, ce qui ressort de ce travail sur les sondages est que, contrairement à une idée répandue, l'opinion publique a largement résisté à une couverture médiatique tendancieuse et à une couverture sondagière incessante. Plus précisément, il semblerait que lorsque les sondages sont serrés entre les principaux candidats, alors les électeurs se distancient plus facilement de ces sondages. Malheureusement, il s'avère que lorsqu'un attentat survient juste avant le vote, les électeurs n'ont pas le temps de digérer le traumatisme et se raccrochent aux seules branches à leur disposition, les sondages. Les sondages façonnent donc une partie de l'électorat, expliquant ainsi le fait que les sondages de la dernière semaine avant le premier tour 2017 aient été si proches des résultats du premier tour. En résumé, c'est le moment de l'attentat des Champs-Élysées, plus que l'attentat des Champs-Élysées en lui-même, qui a été le plus impactant électoralement. Mais le plus dérangeant dans cette situation est que ce sont des entreprises privées, les instituts de sondage, qui influencent les électeurs hésitants suite à un attentat. C'est démocratiquement problématique, surtout si conformément à mon hypothèse, les sondages ont été partisans dans la dernière semaine de campagne. C'est démocratiquement problématique également parce que si à l'avenir une telle situation se reproduisait, c'est-à-dire des candidats au coude à coude et un attentat juste avant le vote, alors la petite partie d'électeurs impressionnables serait suffisamment importante pour changer le résultat d'une élection. Et cela avec toutes les conséquences politiques qui en découlent. Enfin, cette vidéo montre que l'attentat des Champs-Élysées a été un coup de bol monstrueux pour les sondeurs. Non seulement l'attentat a été pour eux un miracle leur permettant de retomber sur leurs pattes et de ne pas faire apparaître la hausse de Mélenchon, mais surtout, c'est un miracle qui est arrivé au seul moment, je dis bien le seul, qui pouvait arranger les sondeurs. En effet, l'attentat s'est produit le jeudi soir, soit la veille du dernier jour où les sondeurs étaient légalement autorisés à publier un sondage. Passé le créneau du vendredi, les sondeurs n'auraient eu aucun autre moment pour publier les estimations. Cela a donc été un timing inespéré pour les instituts de sondage. Alors je sais comment ça marche, entre l'attentat qui arrive au dernier moment, lorsque les sondages se resserrent, et que le tout soit électoralement favorable à Macron, le candidat du système, certains vont crier au complot. Pourtant, je n'y crois pas une seule seconde. Certes, cela ressemble beaucoup à une version light de la stratégie du choc, stratégie selon laquelle un événement traumatisant est la porte d'entrée idéale pour mettre en place des politiques néolibérales et impopulaires. Mais je crois que les choses sont beaucoup plus simples que ça. Je crois que les intérêts privés derrière les sondages ont joué leur propre carte, celle des sondages, et que l'attentat a été un coup de bol inespéré, pour eux comme pour Macron, tout simplement. Au final, même si Macron a eu de sacrés anges gardiens du côté médiatico-financier, c'est donc grâce à un événement inattendu, l'attentat des Champs-Élysées, que Macron s'est retrouvé en très bonne situation au soir du premier tour.
Et si Emmanuel Macron a déclaré qu'il était devenu président par effraction, je pense avoir démontré avec cette vidéo qu'il est peut-être aussi devenu président par accident. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires. Merci pour votre soutien par votre abonnement et par les pouces vers le haut. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!